Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous partager une petite vidéo qui sera assez rapide mais je pense très instructive parce que je reçois pas mal de questions et je me dis qu'en partageant les réponses aux questions qui reviennent le plus régulièrement, ça risque d'en aider pas mal d'entre vous. Alors avant de commencer, juste un petit rappel comme c'est la saison pour le Black Friday, donc il y a moins 60% sur DiversiBoost avec ce code Friday60. On a fait une petite vidéo il y a quelques jours que vous pouvez retrouver sur la chaîne Esprit Argent avec les performances et ce que vous pouvez attendre de DiversiBoost pour 2026. Je pense que ce sera intéressant que vous la regardiez si vous êtes intéressé. Le sujet de cette vidéo, ça ne va pas du tout être DiversiBoost, mais vraiment les questions plus générales. J'ai pas mal de gens qui viennent et qui me demandent de regarder leurs modèles, etc. Je n'ai pas le temps de regarder tous les modèles. Et si je le fais pour une personne, je dois le faire pour tout le monde. Mais donc, je pense que ces questions-réponses vont répondre à pas mal de ces interrogations et également à d'autres. Alors, la première question, c'est le momentum fonctionne-t-il en marché baissier ? Alors, stricto sensu, non. Le momentum, on cherche à surfer les accélérations haussières, donc il n'y a pas de raison que ça performe en marché baissier. En revanche, si vous appliquez la logique du momentum sur un panier d'actifs qui vont être faiblement, voire négativement corrélés entre eux, vous allez augmenter vos chances de pouvoir trouver un actif qui, lui, sera en tendance haussière au moment où le marché des actions sera, lui, baissier. Donc, en ce sens, on peut espérer de la croissance dans les marchés baissiers, lorsque le marché action est baissier. Ce n'est pas une règle absolue, puisqu'il faut évidemment trouver un autre actif qui, lui, sera en tendance haussière à ce moment-là. Mais si on étend notre panier d'actifs, on maximise nos chances, évidemment, de trouver de la croissance dans ces moments-là. Alors, la deuxième question qui revient régulièrement, c'est quel horizon de temps est idéal pour le calcul du momentum? Qu'est-ce qui donne les meilleurs résultats? Alors là, il n'y a pas de règle empirique parce que ça va vraiment dépendre du type d'actif. Donc, chaque actif va avoir des cycles et des fréquences assez différentes. Si vous prenez les crypto-monnaies, par exemple, vont avoir une volatilité et un cycle beaucoup plus rapide que les actions. Et il en est même pour les obligations, les matières premières, etc. Donc, il n'y a pas de recette universelle. Ça va vraiment dépendre du type d'actifs sur lesquels vous travaillez. Par contre, la règle générale, c'est qu'au plus vous allez vous concentrer sur des horizons de temps courts, au plus vous allez avoir un modèle qui va être réactif, qui va vous impliquer d'avoir un suivi plus régulier. Donc, alors là, le petit hack qu'on utilise dans DiversiBoost et que je recommande également pour les gens qui font leur modèle, c'est de prendre des horizons de temps courts et d'y ajouter un stop loss, idéalement d'ailleurs un trailing stop, parce que ça va vous permettre d'alléger le suivi que vous aurez besoin sur les modèles. Alors la troisième question, c'est est-ce que le momentum est une approche qui est compatible avec du buy and hold pour gérer son patrimoine? Alors là, sans hésitation, la réponse est oui. Et d'ailleurs, ce n'est pas que valable avec le buy and hold et pas que valable avec le momentum. Au plus vous allez apporter des stratégies différentes, au plus vous allez diluer le risque sur votre patrimoine. Et d'ailleurs, en ce sens, diversifier les stratégies est souvent beaucoup plus intéressant que de diversifier un portefeuille. Donc à un nombre de lignes équivalent, imaginez que vous ayez 10 lignes en portefeuille parce que vous avez 5 ou 6 stratégies qui vont se baser sur 1, 2, 3 actifs. Vous allez avoir un degré de corrélation au marché qui va en général être beaucoup plus faible que si vous aviez un seul portefeuille où vous appliquez une même logique. Et vous avez beau avoir 10, parfois même 20 ou 30 lignes dans ce portefeuille, comme la corrélation dans les actions est en général très élevée, la diversification que vous allez avoir va être moindre qu'en diversifiant vos stratégies. Alors après, évidemment, tout dépend de la taille de patrimoine. Ça ne sert à rien si vous avez 5 ou 10 000 euros de vous diluer sur énormément de stratégies, mais comme ça, vous comprenez la logique qu'il y a derrière. Alors la question suivante est comment gérer le risque de concentration lorsqu'on ne conserve qu'un ETF, donc comme c'est le cas avec DiversiBoost. Alors là, la réponse est simple, mais c'est complexe à mettre en œuvre, c'est-à-dire que c'est la sélection des ETF, donc du support que vous allez choisir. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est compliqué à mettre en œuvre? C'est-à-dire que si vous vous concentrez uniquement sur le risque de concentration, évidemment, vous allez simplement prendre l'ETF qui est avec le plus de lignes, le plus de composants possible.
Donc ça, c'est une manière de faire. Par contre, en pratique, il va falloir regarder bien plus que ça, puisque comme on l'a vu dans les réponses aux précédentes questions, le choix des ETF va aussi obéir à d'autres buts qui sont de regarder la corrélation entre les différentes classes d'actifs. Vous allez aussi vouloir, par exemple, éviter certains secteurs ou au contraire en privilégier en fonction des circonstances de marché, etc. Donc la sélection des ETF, est-ce qu'il va vous permettre de gérer votre risque de concentration au mieux? Je rappelle ici déjà que sur la plupart des ETF, vous allez déjà être bien mieux diversifié que sur un panier d'actions normal. Hein, donc voilà. Par contre, vous allez par exemple vouloir éviter certains secteurs qui sont à risque, etc. Donc le choix des ETF est vraiment capital dans votre modèle. Mais ce n'est pas une chose si facile que ça à faire. Donc ça, il y a vraiment un peu d'ingénierie derrière à mettre en œuvre. Et enfin, donc la cinquième question, c'est quels sont les impacts des événements macroéconomiques sur les stratégies momentum? Eh bien là, le principal impact que ça va avoir, c'est que ça va être source de signaux intempestifs. Hein, donc ce n'est pas une règle absolue, mais ça peut arriver. On a d'ailleurs eu le cas l'année dernière avec des annonces de la Banque de Chine sur DiversiBoost. Donc ça rappelle que là, il y a un grand intérêt à travailler avec des ETF plutôt qu'avec des actions. C'est que déjà, vous allez éviter toutes les news liées aux annonces de résultats d'une société, puisque si vous diluez ça sur un panier d'ETF, vous n'allez vraiment plus qu'avoir les news macroéconomiques qui vont vous impacter. Et là, les solutions, il y a trois solutions. C'est soit de prendre un stop loss plus serré, soit rester cash et ne pas prendre du coup le signal de votre modèle momentum, ou vous pouvez éventuellement vous dire je ne prends pas celui-là parce que la news elle impacte vraiment ce segment-là, mais je vais prendre le signal suivant. Donc ces trois solutions, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, ça va vraiment dépendre de la circonstance et je dirais que c'est votre expertise qui va ici faire la différence. Donc, mais comme ça, voilà, vous avez les différents types de solutions qui sont probablement les plus adéquates pour résoudre ces problèmes. Alors, j'en profite pour rappeler que DiversiBoost, ce n'est pas du momentum pur, donc c'est un mélange de momentum, de suivi tendance, où on va regarder un petit peu la force relative de certains actifs parmi un panier d'actifs, et comme je disais, qui vont être faiblement corrélés, puisque notre objectif, ça va être de se prémunir des marchés baissiers en se donnant le potentiel d'aller chercher de la croissance dans ces marchés baissiers. Alors, comment est-ce que DiversiBoost fonctionne? Donc, je l'avais rappelé dans la précédente vidéo. Donc, on va choisir l'actif qui a la meilleure performance sur une base mensuelle. Donc, tous les mois, on va réévaluer ça et on va appliquer le stop loss, comme on a vu, pour ne pas que ça nécessite trop de suivi. Donc voilà, petit rappel des avantages. Le but principal, c'est de ne pas se trouver exposé au marché baissier, pas avoir trop de suivi à faire, que ce soit simple et d'avoir une volatilité qui soit contenue. Et donc les inconvénients sont les inconvénients de tout modèle momentum. C'est les gestions des retournements, c'est-à-dire qu'on peut parfois se retrouver embarqué dans des débuts de tendance baissière, mais comme je disais, on ne va pas se prendre tout le marché, mais ce n'est pas une stratégie qui permet d'éviter les retournements non plus. Et donc, en ce sens, vous avez un risque de perte qui est légèrement plus élevé qu'une stratégie purement momentum qui, elle, va sortir dès que la croissance faiblit. Donc nous, on n'est pas sur ce modèle-là, donc c'est pour ça qu'en ce sens, on a un risque de perte un petit peu plus élevé qu'un modèle de momentum pur. Alors j'espère que ces informations vont permettre de répondre à vos questions et pour les gens qui m'ont contacté et qui développent leur modèle, j'espère que ça va les aider, leur permettre d'avancer dans leur modèle. C'est très stimulant de développer des modèles, donc je vous recommande à continuer à persévérer si vous le faites. Pour des raisons intellectuelles. Si vous le faites pour des raisons de coût, je vous dis tout de suite, ce n'est pas très intéressant parce que le jour où vous allez vouloir l'exploiter, vous allez devoir prendre la version payante des outils en général. Donc moi, j'utilise Portfolio Visualizer et l'abonnement est largement supérieur aux promotions qu'on fait sur des modèles éprouvés comme DiversiBoost. Donc, mais en tout cas, intellectuellement, c'est très très stimulant et je vous souhaite bonne chance dans vos modèles.